Bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la décentralisation a organisé une retraite de travail des responsables et des cadres de son département. Et enfin dans l'actualité internationale, ouverture des négociations commerciales entre les États-Unis et le Japon le 15 avril prochain. Merci si vous nous rejoignez. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a organisé hier dans cette ville du sud du pays, chef-lieu de la région du même nom, une retraite de travail des responsables et des cadres de son département, à laquelle il a convié également les présidents des 5 régions de l'intérieur du pays, à savoir Ali Sebier, Dikil, Arta, Tadjoura et Obok, ainsi que des élus locaux d'Ali Sebier de la région haute. Par une visite de courtoisie au préfet de la région, Mohamed Wabri Assoui, qui a débuté hier la journée du ministre Hamadou Mohamed Aramis, qui était accompagné du personnel de son département, des invités et des entités décentralisées des régions. Cap ensuite sur le lieu du siège du conseil régional d'Ali Sebier, où le président Omar Ahmed Assoui, les élus locaux et le personnel de cette collectivité lui ont réservé un accueil très chaleureux. Et c'est dans cet édifice hautement symbolique qui est la décentralisation que s'est tenue la retraite du ministre délégué chargé de la décentralisation. À cette occasion, les présidents du conseil régional ont tour à tour pris la parole pour remercier le ministre de les avoir associés à cette conclave, son département, et c'est toujours dans le souci de renforcer une franche collaboration entre le ministère de tutelle et les collectivités territoriales, afin de booster le processus de décentralisation au bénéfice de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Le ministre délégué chargé à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, leur a succédé pour les remercier de leur présence. Il a ensuite fait une brève introduction dans laquelle il a précisé aux participants l'état d'esprit qui doivent animer les discussions, la franchise de meilleure participation, quelle que soit l'échelle, responsabilité, ses attentes, des recommandations pertinentes afin de pouvoir ajuster, corriger et améliorer l'accomplissement des tâches à tous les niveaux. Place ensuite au thème principal de cette retraite. Quelles sont les actions prévues dans la feuille de route de la décentralisation? Il s'agissait plus précisément de passer au peigne fin les actions passées, mais aussi de se pencher sur les actions prévues pour l'année en cours en fixant les priorités des propriétés, en établissant un calendrier raisonnable, pragmatique pour leur exécution. Cette conclave a été aussi l'occasion d'évoquer d'autres sujets importants comme l'état civil, la fiscalité locale, les services afin de discuter de la meilleure façon d'harmoniser les relations entre les services déconcentrés du ministère sectoriel et les collectivités territoriales. Autre sujet abordé, apporté sur le plan développement régionaux, plus précisément les discussions tournées autour de comment faire en sorte que les ministères sectoriels tiennent en compte dans leur programmation des besoins prioritaires exprimés par les régions dans les plans de développement régionaux. Écoutons à présent les discours des présidents des conseils régionaux. Au sein du conseil régional de la ville Assedjog, sous la houlette du ministre délégué chargé de la décentralisation auprès du ministre de l'Intérieur. Cette réunion rentre dans le cadre des réunions de concertation et bien sûr des réunions délocalisées dans les régions de l'intérieur. Depuis un certain moment, le ministre avait initié cette habitude de vouloir décentraliser les régions au niveau des 5 régions de l'intérieur et ne pas faire simplement ce genre de réunions de concertation et de briefing au niveau de la capitale, afin de mieux écouter les doléances qui émanent des régions de l'intérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que le processus de la décentralisation, c'est un processus qui a besoin du temps, c'est un processus transversal qui touche dans tous les domaines, dans tous les ministères sectoriels, notamment de par notre mandat, les ministères sectoriels et les ministères à caractère social. Donc c'est dans cette optique que nous avons tenu une réunion de briefing qui portait sur 3 ordres du jour, à savoir l'état d'avancement de la fiscalité locale. Il y a un an, jour pour jour, le ministère du budget a ouvert au niveau de chaque région un centre régional des impôts pour pouvoir collecter les impôts au niveau de chaque région. Le deuxième point qui était à l'ordre du jour, c'était le transfert de compétences, la fameuse question qui a trait au transfert de compétences. Et enfin, le troisième point qui était à l'ordre du jour, c'est le projet de financement de l'Union européenne qui sera bientôt effectif au niveau de 5 régions de l'intérieur et même au niveau du ministère. C'était l'intervention du président du conseil régional d'Ali Sebier, Abdelrahman Younis Arre.
Autre actualité, environnement, cette fois-ci, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec le Centre de suivi écologique du Sénégal, a organisé hier au Palais du Peuple une réunion intersectorielle de haut niveau sur le programme de préparation de Djibouti avec le Fonds vert pour le climat. L'objectif, c'est une réunion de haut niveau qui a regroupé, outre les secrétaires généraux de hauts responsables des départements ministériels, consiste à faire connaître aux acteurs clés les opportunités offertes par les financements du Fonds vert pour le climat en matière d'adaptation et d'atténuation, de présenter le programme de préparation avec le Fonds vert pour le climat. Cette réunion se propose aussi de partager les différentes actions entreprises dans le cadre de ce programme. La cérémonie d'ouverture de cette réunion était présidée par M. Dine Omar Abdallah, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a souligné l'importance de cette réunion qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de préparation en 1997, mais le protocole de Kyoto devait arriver à échéance en 2012 et donc il fallait trouver un nouveau mécanisme, un nouvel accord. Pour cela, il y a eu une conférence en 2009 à Copenhague, mais la conférence de Copenhague a été un échec. Les pays n'ont pas réussi à s'entendre et comme on ne pouvait pas attendre encore des années de négociations, les participants ont décidé à la conférence de Copenhague de créer le Fonds vert pour le climat afin de lutter contre le changement climatique. Dans les cadres des objectifs de la réforme, que l'INAB est chargé de dispenser aux agents de l'État des collectivités territoriales une formation sur les connaissances des textes et des fonctions publiques s'est achevée hier à l'INAB. La cérémonie a été présidée par le secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration, Mohamed Ahmed Awale, et elle a vu présence du directeur de l'INAB ainsi que plusieurs bénéficiaires venus de différents départements ministériels. Le séminaire avait pour objectif d'acquérir les connaissances des règles déontologiques de la fonction publique, rappelant que notre gouvernement a élaboré depuis quelques années une stratégie qui a pour but d'améliorer la gouvernance administrative institutionnelle afin de répondre aux impératifs de développement. Puis la cérémonie s'est clôturée par une photo de famille. Tous les agents de l'État contractuels inclus ont des droits et des obligations qui les distinguent des salariés du secteur privé investis des missions de service public. Ils doivent respecter des règles déontologiques. Les agents du service public sont soumis à une certaine déontologie qui n'est pas une obligation morale, mais bien juridique. Celui-ci ne définit comme un ensemble de règles que sont tenus de respecter les fonctionnaires titulaires contractuels en contrat de longue ou courte durée aux stagiaires. La définition d'un système administratif moderne et avancé et l'établissement d'une fonction publique professionnelle passe par une formation des agents de l'État afin de développer la capacité nécessaire, une nouvelle culture administrative et une éthique professionnelle. Pour cela, connaître le droit de l'administration signifie avoir plus de visibilité par rapport à ce que vous faites sur le terrain, par rapport à vos droits. Au nord du pays, à présent, le complexe Al-Rahma de Bok a organisé avant-hier une cérémonie de clôture des activités scolaires de l'année 2018-2019. Cette cérémonie a vu la participation notamment du vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Cheikh, et le commandant de la gendarmerie de la région, ainsi que des responsables de l'éducation dans la région, Abdulrahim Mohamed, des représentants d'organisations caritatives opérant dans la région. Au cours de la cérémonie, les étudiants ont présenté des jeux folkloriques, chansons et un sketch sur l'importance de l'éducation, rappelant que le Premier ministre, Abdelkader Mohamed, a inauguré en 2015 ce complexe qui est une structure destinée aux orphelins et aux enfants vulnérables. Au cours de cette cérémonie, le directeur du complexe et les autorités locales ont rendu un hommage aux enseignants et le nombre d'étudiants les ont remis des certificats. Il a rappelé que ce complexe jouit d'une grande superficie. Cette structure est notamment composée d'une école fondamentale qui accueille depuis la rentrée scolaire 500 élèves, des dortoirs, des cantines, d'un dispensaire, d'une blanchisserie, des ateliers de formation professionnelle dont les cours techniques sont suivis par plus d'une centaine de jeunes de la région.
Pour sa part, le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Cheikh, a remercié la direction du complexe Ar-Rahma à Obok pour les efforts considérables qu'elle a déployés depuis l'ouverture de cet édifice en 2015 afin d'éduquer les enfants de la région ainsi que le niveau intellectuel et culturel des étudiants et les projets de développement menés par l'ONG Ar-Rahma. Nous l'écoutons. De fin d'année ici au complexe Ar-Rahma, je tiens dans un premier temps à féliciter les enseignants et les enseignantes ainsi que l'équipe qui est derrière tout ce travail qui a été établi ici. Nous voyons les enfants s'exprimer en français de leur plus jeune âge et je pense que si déjà tout petit ils ont ce niveau, c'est qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui sont derrière ces enfants et je tiens vraiment à les féliciter. En résultat, à l'autre-blanc de 5e année, les élèves de l'école Ar-Rahma ont eu quand même un taux de réussite très important. Maintenant, ce n'est qu'un début. Ces élèves vont rentrer au collège. Il y a aussi, pas seulement l'école primaire ici, mais il y a aussi... De son côté, le préfet de la région d'Obok, M. Hassan Dabal Ahmed, a salué les habilités de l'ONG Ar-Rahma à travers son bureau régional à Djibouti et pour suivre le rythme des efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des groupes les plus démunis, en particulier les orphelins. Il a souligné que le complexe a contribué au cours des 4 dernières années aux efforts du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle visant à fournir une éducation de qualité aux enfants de la région, en particulier à l'orphelinat, à l'un des groupes les plus vulnérables de la société. Au sud du pays, à présent, le conseil régional de Tadjoura a reçu une mission d'appui conseil de la NCLD hier dans le cadre de la mise en place de son programme triennal composé de l'assistant technique international, le chargé des projets de l'architecture. La mission a tenu une réunion avec le président du conseil régional, assisté à des conseillers, des représentants des associations locales de la population. Au cours de cette réunion, la mission a présenté les missions d'appui conseil, la NCLD. Un film institutionnel du conseil régional a été diffusé, puis le programme triennal du conseil a été présenté. Au niveau de la mission d'appui conseil, l'assistant technique international a indiqué que la NCLD l'assume à travers les formations, le développement de savoir-faire, l'appui au développement des projets et les plaidoyers. Le film institutionnel du conseil de Tadjoura, quant à lui, a fait une présentation au dit conseil de ses principaux programmes pour la région. À la suite du film institutionnel, le président a présenté les 20 principaux projets qui couvront l'habitat, la voirie et le réseau divers, l'approvisionnement en eau potable et en électricité, l'aménagement de la ville, la salubrité, la culture, les sports, la pêche, la création des métiers générateurs de revenus et le renforcement institutionnel des capacités. Sport à présent pour clore l'actualité nationale. La fédération djiboutienne de Dakaitou Rio a célébré hier soir son 10e anniversaire de sa création à Djibouti. En effet, créée en 2009, la fédération a depuis fait du chemin et compte aujourd'hui un nombre important d'adhérents en plus de son institution en tant que sport national par décret présidentiel en septembre 2018. Le dîner d'hier soir a connu un franc succès sous le thème du noir et blanc, couleur de la discipline. L'ambiance traditionnelle aux démonstrations exécutées avec brio, les Dakaitois, enfants et équipes nationales ont offert aux invités une soirée haute en couleurs clôturée par une tombola. Dans son intervention, le président par intérim de la fédération a tenu d'abord à remercier l'ensemble des donateurs qui ont participé à la réussite de la soirée et a terminé par émettre des récompenses aux 4 techniciens de la fédération qui sont engagés dans celle depuis sa création. Dans son intervention, le président par intérim a tout d'abord doute dans la politique de promotion du sport du président de la République qui veut faire d'une jeunesse unie, intégrée et épanouie son cheval de bataille dans le processus de développement socio-économique entamé depuis longtemps dans notre pays. De même, j'aimerais également remercier les donateurs pour leur précieux concours à la célébration de notre soirée et plus particulièrement le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le ministre délégué à la décentralisation et le ministre de l'équipement et des transports. Sans oublier la Fédération mondiale de Dakaitou Rio, le Comité national et les sociétés financières de la place et autres organismes privés
qui n'ont ménagé aucun effort pour hisser haut l'emblème de cette discipline sportive dont la particularité réside plus dans son essence. C'était la présidente par intérim. Quant au fondateur de la discipline, Maître Loïta Mohamed, après avoir retracé la jeunesse du Dakaito, a rendu un vibrant hommage à sa mère, puis à l'ensemble des personnes qui ont porté et accompagné la discipline depuis sa création en République de Djibouti. Voici ses propos. Excellence, Premier ministre, je lui dis encore merci. Un jour, je l'ai rencontré à Paris dans un hôtel, nous avons discuté pendant 2 heures, je lui ai parlé de Dakaito. Le seul mot qui l'a convaincu, c'était « faisons une école de cadre qui donne une base de formation, une base de connaissances qui est au-delà du physique à Dakaito, une réflexion, une éducation. » Ça l'a convaincu. Il m'a dit, tu peux faire confiance, tu l'auras, le décret. Alors le dernier, évidemment, je le dis dernier parce que le protocole veut toujours, les dernières paroles, on les cède à quelqu'un qui est important, c'est le président de la République. Le président de la République a rencontré. Bien sûr que je n'ai pas eu l'occasion de lui exposer mon idée, mais je suis le remercier quand il était à Paris pour lui dire voilà, merci pour le décret. Vous savez, le monde politique, il est ce qu'il est. Mais des fois, il laisse des traces. Ces traces indélisibles qu'il a laissées au Dakaito en sortant ces décrets, qui a permis au monde entier de dire « Ah, Dakaito est protégé par son État, par son pays, par son peuple. C'est un drapeau. Dakaito, ce n'est pas qu'un sport, mais c'est un drapeau. » En nouvelle du monde, cette fois-ci, c'est au Dubrovnik, en Croatie, que le Premier ministre chinois et les 16 dirigeants d'Europe centrale et orientale se sont retrouvés ce vendredi. Objectif, booster les relations économiques. C'est la 8e rencontre du genre qu'elle se déroule sous l'œil d'inquiet de Bruxelles, qui a obtenu cette semaine de Pékin la promesse d'une plus grande ouverture. Le sommet a débuté avec l'inauguration du pont de Belchak, dont la construction a débuté début année, chantier stratégique financé par l'Union européenne et réalisé par des entreprises chinoises. Le Japon et les États-Unis vont ouvrir un premier cycle des négociations commerciales le 15 et 16 avril à Washington, a déclaré vendredi le ministre japonais de l'économie. Des pourparlers visant à rééquilibrer des échanges bilatéraux que Washington juge trop favorables au Japon. Donald Trump dénonce l'excédent commercial à ses yeux trop important du Japon vis-à-vis des États-Unis, 69 milliards de dollars, soit 61 milliards d'euros environ, dont près de 2 tiers proviennent des exportations des voitures. Il réclame un accord bilatéral afin de corriger ce qu'il considère comme une anomalie. Le président américain s'est entendu en septembre dernier avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe pour engager des négociations sur un accord commercial. Les deux dirigeants doivent de nouveau se rencontrer fin avril à Washington. Toujours dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump se rendra le 6 juin en Normandie pour les célébrations du 115e anniversaire du débarquement allié. Il a annoncé hier en recevant dans le bureau ovale des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale avec lesquels il a évoqué les commémorations. Rappelons-le, le débarquement allié du 6 juin 1944 au nom de code Neptune fut le plus grand débarquement de l'histoire en termes de navires engagés. Et enfin, dans l'actualité internationale, Christine Lagarde se félicite du report du Brexit au 31 octobre, décidé la veille lors d'un sommet de l'Union européenne. La directrice générale du FMI salue le délai supplémentaire accordé à Londres pour sortir de l'impasse d'un feuilleton qui embrasse le Royaume-Uni, Bruxelles, depuis le référendum il y a bientôt 3 ans. 3 fois, les députés britanniques ont rejeté le traité de retrait négocié par Theresa May avec Bruxelles. La Première ministre a demandé à l'Union européenne de repousser le Brexit d'abord prévu le 29 mars, puis le 12 avril, et a ouvert des discussions avec l'opposition travailliste qui devrait reprendre ce jeudi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent week-end sur Télé Djibouti.